Au Japon, il y a une histoire, une légende que tout le monde connaît, celle d'un homme qui, à la seule force de ses jambes, a dessiné les contours de toute la nation pour en créer la première carte moderne. Mais, comme souvent avec les légendes, ce n'est que la moitié de l'histoire. Et voilà l'homme au cœur de ce récit, Ino Tadataka. Son nom est devenu synonyme de persévérance, d'une des plus grandes prouesses cartographiques de l'histoire japonaise. On parle de 40 millions de pas pour accomplir sa mission. C'est juste colossal. Son voyage a duré 17 ans, pendant lesquels il a parcouru 35 000 kilomètres. Pour se donner une idée, c'est quasiment la circonférence de la Terre. Et tout ça à pied, bien sûr, à une époque où la technologie moderne n'existait tout simplement pas. L'image qu'on a de lui, c'est celle du héros solitaire, un homme seul face à une tâche monumentale. Mais est-ce que cette image est vraiment fidèle à la réalité? La véritable histoire, elle, est bien plus complexe et honnêtement encore plus fascinante. Alors, pour bien comprendre, commençons par le commencement, la légende de Tadataka. Cette histoire incroyable qui inspire le Japon depuis plus de 2 siècles. Ce qui est absolument fou dans son parcours, c'est l'âge auquel il a démarré. À 50 ans, un âge où la plupart des gens pensent à lever le pied, lui, il prend sa retraite de sa carrière de marchand pour se plonger dans l'étude de l'astronomie. Et à 55 ans, il part pour sa première expédition. Il ne verra jamais son œuvre terminée, il est mort avant. Mais son équipe, elle, a poursuivi le travail et a achevé la carte en 1821. C'est ça aussi son héritage. Et voilà le résultat de cet effort surhumain, la fameuse carte Ino. Une œuvre d'une précision tellement bluffante qu'elle est restée la carte de référence du Japon pendant quasiment un siècle. Le tout réalisé avec des outils très simples et une volonté de faire. Son histoire est devenue un symbole très fort de ce qu'on peut accomplir tard dans la vie. Mais au-delà de l'inspiration, qu'est-ce qui a vraiment poussé cet homme à entreprendre un projet aussi monumental? Parce que non, il ne s'agissait pas seulement d'un projet mené par passion. Le voyage de Tadataka était en fait motivé par une crise de sécurité nationale, une menace bien réelle qui se précisait au nord du pays. On est à la fin des années 1700. L'île des Eaux, au nord, est une zone de forte tension. Le Japon sent qu'une nouvelle puissance est en train de s'approcher de ses frontières. Et cette puissance, c'est l'Empire russe, en pleine expansion vers l'Est. Ils sont là aux portes du Japon. Et tout à coup, le shogunat réalise une chose terrible. Il ne connaît quasiment rien de sa propre frontière nord. Elle est totalement vulnérable. Avoir des cartes précises n'était plus un luxe, c'était devenu une nécessité absolue pour la défense du pays. La mission de Tadataka de cartographier Ezo était donc d'une importance capitale. Mais, et c'est là que l'histoire prend un tournant inattendu, il n'était pas le premier à se lancer dans cette aventure. Voici Ota Nisuke, un nom qui ne dit probablement rien à la plupart des gens. C'était un samouraï, un cartographe du domaine de Tsuano. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il est né la même année que Tadataka. Et ils partageaient exactement la même mission, la même urgence. Cartographier le Nord. Tout comme Tadataka, Nisuke était un mathématicien brillant. Il avait lui aussi compris l'importance stratégique d'avoir des cartes précises de cette frontière nord si fragile. En fait, pour tout comprendre, il faut voir plus grand. Ni Tadataka ni Nisuke n'étaient des génies solitaires sortis de nulle part. Ils étaient le produit d'un véritable âge d'or scientifique au Japon. Le moteur intellectuel derrière tout ça, c'était le wasan. C'est une forme de mathématiques traditionnelle japonaise, extrêmement avancée, qui s'est développée de manière complètement isolée de l'Occident. Et c'est cette maîtrise du wasan qui a rendu possible tous ces calculs complexes pour l'arpentage et l'astronomie. Tadataka n'était donc pas seul dans son coin, pas du tout. Il faisait partie d'un réseau prestigieux. Il a appris de son maître, Takayashi Yoshitoki, qui lui-même était l'élève du grand astronome Asada Goryu. Ces hommes formaient une véritable constellation de génies. C'était une communauté à la fois collaborative et très compétitive, où chacun poussait les autres à aller plus loin, à repousser les limites de la science. Il ne s'agissait donc pas d'un seul homme, mais d'un véritable mouvement intellectuel. Ce qui nous amène à la question centrale. Si ces deux hommes, Tadataka et Nisuke, étaient de brillants arpenteurs, travaillant sur la même région critique, pourquoi l'un est-il devenu un héros national et l'autre une simple note de bas de page dans l'histoire? La réponse, en fait, elle se trouve dans la façon dont l'histoire est racontée. L'héritage de Tadataka est monumental, on le célèbre partout. Celui de Nisuke, il est discret, local, presque naturel. Il y a un texte qui décrit le caractère de Ota Nisuke en le comparant à la baie de Hamanasu, cette rose sauvage qui pousse sur la côte. Une plante qui donne ses fruits sans faire de bruit, sans fanfare. C'était ça, sa contribution, essentielle mais silencieuse. Au final, c'est une question de récit.
L'histoire de Tadataka, celle du grand projet national soutenu par le gouvernement, était parfaite pour construire la légende d'une nation unifiée, et dans ce grand récit, le travail plus régional de Nisuke a tout simplement été éclipsé. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Derrière chaque grande figure historique que l'on célèbre, combien de pionniers oubliés se cachent? Combien d'histoires comme celle de Niskuket attendent encore d'être redécouvertes?